Leroy, président de French PropTech, Vincent Philippine, directeur associé mobilité et industrie et qui représente Actionnable, et Stéphane Gourgou, Bionatix, approche globale 3D d'un territoire. Là, je crois qu'il faut que vous preniez un tout petit coup la parole, vraiment 15 secondes pour nous expliquer ce que vous faites chez French PropTech, Actionnable et Bionatix. Sinon, on ne va pas arriver à vous suivre après. Allez, Stéphane, pour démarrer. Bonjour à tous. Alors Bionatix, c'est une société d'ingénieurs basée à Montpellier, Paris et Montréal. Et depuis 20 ans, on est spécialisé en fait dans le développement de solutions d'ingénierie pour accompagner les professionnels qui aménagent le territoire. Donc ça se fait sur la base de maquettes numériques qu'on développe à l'échelle des territoires et qui servent justement à simuler, à visualiser la transformation de ces territoires, donc au cœur des enjeux qu'on vient d'aborder juste avant. La maquette sur le sol et puis sous le sol aussi, une maquette numérique. Merci beaucoup. Vincent, expliquez-nous ce que vous faites chez Actionnable. Bonjour à tous. Nous, Actionnable, on est un cabinet de conseil et on accompagne notamment les grandes entreprises du secteur de la construction, du BTP, des transports, etc., dans leur double transition, la transition environnementale et la transition numérique. C'est-à-dire que nous, on considère que le numérique est un outil formidable pour accélérer et pour concrétiser la transition environnementale. Et donc, je fais le lien entre la table précédente et notre plateau voilà. de tout de suite. Merci. C'est notre transition personnifiée. Et Pierre, alors expliquez-nous ce que vous faites avec French PropTech. Ça veut dire quoi d'abord PropTech? Alors, PropTech, ce n'est pas les entreprises du nettoyage, c'est la contraction de Property Technology. Donc, ça regroupe les startups qui innovent dans le monde de l'immobilier et du bâtiment. Et vous fédérez des startups. Exactement. Il y a à peu près 6000 startups dénombrées dans le monde, qui donc à peu près 40% aux US, 40% en Asie et 20% en Europe. C'est à peu près 500 startups en France. Donc nous, on cherche à les fédérer avec French PropTech pour pouvoir créer un sas d'accélération finalement entre des acteurs qui cherchent à se transformer et à entrer dans cette transition numérique et des startups françaises qui veulent le rester et qui cherchent à ouvrir des marchés. Alors pourquoi ce débat? Eh bien parce qu'aujourd'hui, 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont dues au numérique. Alors quand on parle de sobriété numérique et énergétique, c'est vraiment le centre de la réflexion. Et la technologie représente donc un défi, notamment celui d'être utilisé à bon escient. Ma première question, elle sera pour Vincent. Vincent, comment l'entreprise elle se mobilise autour des enjeux de décarbonation? Quels sont les process? Quels sont les attendus? Comment on mesure? Comment on construit différemment pour être plus vertueux? D'abord, nous, le constat qu'on fait avec nos clients, c'est que le sujet de la décarbonation, il est en train de se structurer et de s'opérationnaliser et de se concrétiser. C'est-à-dire que jusqu'à il y a encore quelques mois, c'était beaucoup des sujets un peu de communication, de déclaration d'intention, etc. Ce qu'on constate aujourd'hui, là, c'est que vraiment, le sujet, il s'accélère, il se concrétise. Je vais prendre un exemple. Nous, on travaille au quotidien avec un grand acteur de la construction, un des leaders mondiaux. Et on voit ce sujet se structurer à 3 niveaux. Premier niveau, ces groupes communiquent sur des engagements de réduction d'empreinte carbone qui sont très ambitieux. Je vais prendre un exemple. Bouygues Construction, c'est public. Ils ont communiqué sur un objectif de réduction de 30% de leur empreinte carbone d'ici à 2030. C'est très important. Deuxième niveau, on voit que la fonction RSE, finalement, qui porte ces sujets-là, est en train de se structurer, de s'outiller, de gagner en leadership, etc., et surtout de se rapprocher du centre de décision des entreprises et de se rapprocher du cœur business. Ça, c'est le deuxième niveau. Et puis le troisième niveau, nous, ce qu'on fait tous les jours, c'est qu'on accompagne ces grands acteurs du secteur dans la mesure concrète, opérationnelle de l'empreinte carbone, de leurs activités, de leurs chantiers, de leurs prestations, etc. Et pour faire ça, on a besoin de 2 choses. On a besoin de données comptables, données sur les matériaux, données sur les émissions carbone associées aux matériaux, etc. Et on a besoin de services numériques pour traiter cette donnée, pour la partager et pour l'exposer. Donc la data au service de la décarbonation, mais qu'est-ce qu'elle peut faire, la data, pour l'adaptation du climat, et qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire encore? On vient de traiter un sujet qui est la décarbonation, donc comment on atténue via la décarbonation l'impact du changement climatique. Il y a un deuxième sujet qui est très important et qui s'opérationnalise pour les entreprises, c'est l'adaptation au changement climatique. Je vais prendre un exemple. Nous, on travaille avec des clients de l'assurance, Allianz par exemple, des clients des promoteurs, des industriels, etc. Et par exemple, on a un client qui a un site physique dans le sud de la France, dans la basse vallée du Rhône, et qui a besoin de savoir dans quelle mesure ce site est exposé à des risques liés aux vagues de chaleur intenses, durables, etc.,
à la sécheresse parce que ce site, qui a été construit il y a plusieurs décennies, n'est pas forcément adapté ou n'a pas forcément été conçu pour s'adapter à des phénomènes climatiques extrêmes et qui vont s'accentuer. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une donnée qui aujourd'hui existe à profusion sur le marché, données climatiques, données de projection, données sur des aléas climatiques, etc., pour aider ce client à mesurer son risque physique, son risque opérationnel, son risque financier associé à la chaleur, à la sécheresse, etc. Donc là, on rentre vraiment dans une logique de gestion des risques qui est voilà, une approche classique dans les grandes entreprises, dans les entreprises de manière générale. Et le risque climatique est en train de s'opérationnaliser comme les autres risques de l'entreprise. Pierre, sur quel sujet majeur les acteurs de la French PropTech s'orientent pour accompagner les entreprises? Alors, il y en a plein, mais on va essayer de faire ça très rapidement, de manière concise. Alors, je pense qu'il y a avant le Covid. Avant le Covid, les PropTech, elles se sont vraiment développées sur les marchés de la transaction et de la gestion locative parce qu'il y avait des gains assez rapides à aller trouver par rapport à l'expérience qu'on pouvait proposer au marché, aux clients. Post-Covid, et d'ailleurs, nous, on a réécrit notre feuille de route avec French PropTech. On voit que les PropTech travaillent et sont en train d'émerger de manière très forte sur 3 grands axes. La construction plus durable. Je vais citer des exemples, des startups comme Upcyclea, par exemple. Upcyclea, c'est un logiciel qui va vous permettre de faire un diagnostic produits, matériaux, déchets et d'aller tout de suite scorer dès le départ de l'opération, effectivement, une mise en perspective de votre programme ou de votre opération. Ça, c'est un exemple. On a des startups qui innovent et sont en train d'émerger dans la construction, l'accélération de la construction. Donc là, on en a parlé, la personne de l'ADEME en parlait tout à l'heure. C'est vraiment toute l'industrialisation de la filière. Je pense à des acteurs comme Vestac qui sont en train d'émerger en France. Donc pourquoi? Parce que effectivement, la commande numérique et les sites industriels fonctionnent très bien. Et donc on peut, et accessoirement, on n'est pas obligé de travailler avec des acteurs issus de la main-d'œuvre du bâtiment pour pouvoir produire du préfabriqué. Donc ça, c'est un des enjeux. Et puis, c'est une filière qui est en train de se structurer au niveau international. Amazon avec plan de préfab. J'ai appris hier que l'ancien directeur de design d'Apple lançait Juno pour la construction modulaire. Donc on voit bien que là, il y a des choses qui sont en train de se passer qui sont très importantes. Et puis le dernier point, la rénovation énergétique, qui est aussi un des sujets forts. On sait qu'il y a à peu près 65 000 professionnels aujourd'hui RGE. Ça fait à peu près 500 000 artisans qui bossent sur le sujet. Toute la réno énergétique est orientée vers le financement, vers l'évangélisation autour de ça, mais on a un peu oublié que la filière n'était pas capable aujourd'hui d'encaisser le choc d'accélération que l'État demande. Et là, on a des entreprises, par exemple, comme Maxime, qui se positionnent un peu comme le Doctolib des travaux, mais c'est comment on simplifie et comment on libère du temps administratif à des artisans qui, plutôt que de passer 5 heures à faire de l'administratif derrière leur ordinateur, vont être sur le chantier et vraiment faire de la rénovation énergétique concrète. Stéphane, en termes d'urbanisme et d'aménagement, comment la data elle peut contribuer à partager les diagnostics de territoire, puisque c'est votre spécialité? Je crois que nous, on voit bien l'enjeu qu'il y a aujourd'hui à transformer l'aménagement, que ce soit en ville ou périphérique à la ville, en tout cas, transformer cette manière d'aménager. Et l'enjeu de ces nouvelles données, c'est bien d'alimenter des process d'aide à la décision. On a du mal à se projeter. Enfin, nos élus ont du mal à se projeter d'ailleurs dans le cadre de ces nouveaux projets de transformation de ville. Donc la data, l'enjeu sur, en tout cas le champ de bionatique, c'est la data à l'échelle des territoires. Donc nous, on vient mobiliser cette donnée qui, c'est important de le dire, je crois, aujourd'hui, beaucoup de données gratuites. Il y a une libéralisation de la donnée par les courants open data qui est très très importante. Il y a beaucoup de données dans les territoires. Nous, notre métier, c'est de les agréger, de les mettre en base de données, et de les délivrer aux acteurs qui prennent des décisions et qui leur permettent justement de prendre des décisions éclairées. Que ce soit les techniciens, que ce soit les élus, voire même la population, parce qu'on voit de plus en plus des concertations citoyennes où en fait ces données viennent alimenter des processus de réflexion dans un terme plus pédagogique, je dirais, où on essaye de faire passer des messages un peu techniques aux citoyens qui lui a besoin d'un langage beaucoup plus simple. Alors maintenant, je vais vous poser une question où il y aura des acronymes un peu bizarres comme BIM qu'on connaît tous et puis un qu'on connaît moins, qui est le CIM. Qu'est-ce que c'est que le CIM? À quoi ça sert et qu'est-ce qu'il peut permettre?
Alors, bon, le CIM, c'est un anglicisme qui a un petit peu pour objectif de transposer la démarche du BIM, que je pense vous connaissez tous ici, à l'échelle plus urbaine qu'à l'échelle du territoire. Donc, l'objectif, c'est quand même très différent, le BIM et le CIM. L'objectif, CIM, ça veut dire City Information Modeling. Et l'objectif, c'est de voir comment on peut traiter en maquette numérique en fait, la transformation de la ville ou le projet d'aménagement urbain. Voilà. Donc, Bionatics, nous, on est des experts depuis 20 ans sur ces sujets-là. On développe des solutions qui permettent en fait, de fournir des plateformes CIM et d'outiller la démarche des aménageurs par ces modèles de simulation. Alors, on est plus sur des outils d'hypervision en fait. L'objectif, c'est finalement d'agréger l'ensemble des composantes du projet urbain dans une maquette numérique et de permettre en fait d'accompagner le processus de transformation de ce projet ou d'évolution, alors soit en rénovation urbaine, soit en aménagement, en construction, et d'accompagner ce processus tout au long de ces étapes, des phases de diagnostic d'un site jusqu'aux phases de réalisation même du projet. Donc le CIM, c'est simplement l'échelle urbaine de cette démarche. Vincent, on a beaucoup parlé il y a quelques années de la Smart City. Moi, j'habite à côté de Dijon. Alors, ça avait été tout un truc, la Smart City. Il y a eu une énorme inauguration. Puis alors après, j'en ai plus jamais entendu parler. Est-ce que ça veut dire que ça a fait pchit, que ça a fait florès? Le mythe est tombé. Mais que se passe-t-il, Vincent? Je pense que la Smart City première génération, j'ai envie de l'appeler, c'est-à-dire cette idée qu'on va mettre des capteurs partout, collecter de la donnée à tout va sur tout le monde, à tout instant, pour faire on ne sait pas trop quoi et pour avoir une gouvernance de la donnée qui appartient à on ne sait pas trop qui. Je pense que ce paradigme-là, il est un petit peu derrière nous. À ce titre-là, il y a un exemple un peu emblématique qui est le fiasco de Google à Toronto. Donc, ils avaient un projet de rénover un quartier de Toronto, d'en faire un emblème de la Smart City, hyper digitalisé, hyper dataisé, etc. Il y a eu une levée de boucliers des citoyens, des élus locaux, etc. contre ce projet-là. Et finalement, ils sont repartis, ils ont abandonné le projet. Donc voilà, cette vision-là, je pense qu'elle est un peu derrière nous parce qu'il y a un sujet de désirabilité, de qu'est-ce qu'on veut faire avec les données. Par ailleurs, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le numérique en tant que tel, en tant que secteur économique, ça représente aujourd'hui 4% des émissions de GES dans le monde. Alors 4%, on peut se dire que par rapport au bâtiment ou au transport, ce n'est pas énorme. Sauf que si on ne fait rien, en 2025, ce chiffre, il double, il passe à au moins 8%. Donc là, on a un sujet, c'est que le numérique est un peu à contre-courant de l'ensemble des secteurs de l'économie qui vont plutôt vers une trajectoire de décarbonation. Du coup, tout ça milite plutôt pour avoir une approche raisonnée, raisonnable, sobre de la Smart City et de mettre la donnée au service d'efficacité énergétique dont parlait Pierre tout à l'heure, au service d'une mobilité douce, durable, etc. Alors là, on vient de parler, messieurs, du numérique au service de l'environnement. Je voudrais qu'on parle du numérique au service du territoire. Et je me tourne de nouveau vers Stéphane. Comment la data dont on parle améliore-t-elle la programmation et la prise de décision d'un projet de territoire? Elle l'accélère, en fait. On parle d'accélération, de prise de décision et peut-être de pertinence. Tout simplement parce que l'un des grands intérêts du numérique, alors moi je vais parler de mon domaine qui est la maquette numérique, c'est qu'en fait, c'est un langage que tout le monde va pouvoir comprendre parce qu'une image devant une image, qu'on soit expert ou pas expert, on va tous voir la même chose et on va être capable de finalement mieux comprendre un projet. On voit bien que dans les enjeux qui ont été abordés juste avant, on est quand même sur des enjeux de société très très forts où on va transformer complètement la manière d'aménager des quartiers et on est en train d'apprendre en marchant. C'est-à-dire que globalement, on voit bien qu'on va d'un démonstrateur à un autre essayer de voir qu'est-ce qui marche pas. Donc la simulation, la maquette numérique, c'est simplement on modélise des concepts, on modélise des idées, on visualise des résultats, on projette par la simulation. On fait, nous, des expérimentations intéressantes avec certaines collectivités, notamment sur les îlots de chaleur, parce que la simulation permet justement de mesurer en quoi une requalification d'une friche ou autre, ou bien un réaménagement, on parlait de renaturation en ville, on peut mesurer tout ça, on peut simuler ce que la renaturation va faire gagner en termes de refroidissement de la ville. Tout ça, aujourd'hui, ça se simule, ça se calcule. Simplement, le résultat, ce n'est pas des tableaux Excel, ce n'est pas des chiffres, c'est de la visualisation et ça permet d'avoir un langage commun que tout le monde peut comprendre. Donc le processus de décision, c'est simplement de mettre en confort les gens qui décident, et qui décident finalement, c'est quand même aujourd'hui les élus.
c'est les élus qui délivrent des permis de construire, c'est quand même les élus qui sont moteurs de l'action sur le territoire. Si on ne se met pas à leur portée avec des outils qui soient accessibles, on comprend leurs freins aujourd'hui à prendre des décisions sur des modèles de ville où on est dans l'inconnu et où du coup, eux, ils sont face à leurs citoyens et donc ils ont à rendre des comptes et on comprend bien leurs problématiques. Donc il faut que ces outils participent à ce process d'aide à la décision. Un exemple, c'est par exemple la ville d'Antony qui a fait appel à vous. La ville d'Antony, typiquement, a une démarche très innovante, gère son territoire par une maquette numérique qui était vraiment à l'échelle urbaine, et l'outil est au centre des décisions des élus, c'est-à-dire qu'ils sont capables de simuler, de projeter, de partager, en privé, entre élus, lorsque c'est technique, mais ensuite ils sont capables de projeter les riverains dans le futur et de recueillir leur avis avant de prendre une décision. Tout le monde voit la même chose, c'est ça qui est intéressant. Tout le monde comprend la même chose. Pierre, sur ces sujets-là, du numérique au service du territoire, comment la French PropTech répond présente? Alors, en fait, il y a énormément de complexité à gérer, de contradictions en ce moment sur le sujet de l'aménagement territorial. Alors, je vais passer sur toutes les tartes à la crème qu'on a citées de toute la journée, mais entre effectivement, il faut du logement, mais on ne donne pas de permis de construire, il faut végétaliser, mais il faut une ville qui monte. Enfin bref, en clair, on a un ensemble de contradictions qui sont terribles à manager. Et là-dedans, comment fait-on? C'est là où, effectivement, les PropTech, elles sont complémentaires à cette vision des collectivités. C'est qu'elles remettent et elles créent des solutions en remettant l'utilisateur au cœur du sujet. Parce que c'est quand même, c'est vrai que c'est les collectivités qui décident, mais c'est quand même les collectivités qui sont élues par les citoyens. Donc ces citoyens-là, les PropTech essayent de leur redonner le pouvoir en étant acteurs aussi dans l'aménagement territorial. 3 exemples très concrets. J'en ai une qui s'appelle Ville Vivante, qui est effectivement aux alentours de Bordeaux, qui travaille sur comment on fait de la production urbaine avec les habitants. C'est-à-dire qu'eux, ils ont fait un constat, c'est que la réserve foncière, elle était chez les habitants, dans leur jardin, et qu'à partir de là, si on comprenait leur logique, on était en capacité effectivement de potentiellement faire des extensions et travailler avec eux finalement au projet urbain. Et ça rencontre un franc succès qui est en train de se déployer de manière tout à fait intéressante. C'est ce qu'ils appellent l'urbanisme ascendant, bottom-up. Donc ça vient du terrain. Donc ça, c'est un exemple assez intéressant. Autre exemple dans le bureau, alors ça vous concerne moins, mais qui est quand même hyper intéressant, ça vous concerne vous en tant qu'entreprise, c'est il y a moins de surface de bureau parce que tout le monde est en télétravail. Alors il y a les modèles en disant on a besoin de 20% en grosso modo de surface en moins. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de la vacance? Qu'est-ce qu'on fait de la vacance? Et est-ce que c'est normal d'avoir de la vacance alors on n'a pas assez de logement? Donc là c'est comme le Blablacar, c'est comment la tech vient indexer la vacance et être capable de mettre en relation l'offre et la demande. Là, il y a par exemple des initiatives comme Bureau Station où, en clair, vous avez des mètres carrés disponibles, mettez-les à louer et on va exploiter pour vous, on va y mettre des coworkers. C'est de la sous-loc, on va dire moderne, mais qui est intéressante parce qu'elle est affinitaire et on fait venir des coworkers qui vont contribuer directement à votre projet d'entreprise potentiellement et on va dire créer du lien et créer de l'hybridation d'idées, etc. Exactement. Et troisième exemple rapidement. Et troisième exemple, c'est alors rien à voir avec les PropTech, mais finalement pas tant que ça, c'est les bureaux du cœur. Initiative aussi hyper intéressante, née à Nantes, qui est en clair, il y a des gens qui dorment dans la rue, on a des bureaux qui à partir de 18-19 heures sont vides. Comment on fait en sorte d'accueillir les gens de manière confortable et ça, c'est pas le métier d'une entreprise. Et donc là, il y a des structures qui sont en train de se monter pour être en capacité d'exploiter finalement cette vacance et permettre en tout cas un habitat accessible. Il dit beaucoup de choses, ce sujet, la quête d'espace intérieur, la quête d'espace extérieur. Si vous allez à Tonnerre, vous n'aurez pas de piscine, je tiens à vous le dire, la météo n'ira pas. Plébiscite de la maison, nouvelles fonctionnalités des pièces, connectivité, télétravail, services partagés, création de tiers-lieux, éloignement des métropoles. Est-ce que, Vincent, la crise Covid a modifié nos usages de l'habitat ? La réponse est assez évidente, c'est oui. Après, est-ce que la crise Covid a créé des nouveaux usages? Pas forcément. C'est-à-dire que le télétravail, ça existait déjà. C'est juste que c'était dans le film, c'était un accélérateur incroyable de tendances et on a probablement gagné une décennie d'adoption de ces nouveaux usages, de ces nouvelles façons de travailler, etc. Et d'ailleurs, nous, on l'a vécu auprès de nos clients.
la transition a été un peu douloureuse sur la généralisation du télétravail. Mais du coup, ça amène 3 questions. Ça amène la question de l'aménagement du territoire, ça vient d'être dit dans le film. Ça pose la question de l'organisation du travail et comment on fait pour travailler avec des équipes hybrides qui sont à distance, en présentiel, etc. Et puis, ça pose la question de du réaménagement des espaces intérieurs du logement individuel, et puis la question de la vacance et du recyclage urbain des espaces dans les bureaux. La smart home, Pierre, c'est une réalité en un mot? À condition de ne pas tomber dans 3 pièges, je pense. Un, c'est le piège de la norme, c'est-à-dire que le secteur crève de normes. Il faut faire attention à ce que ce soit pas, qu'on ait bien une maison centrée sur les usagers et pas faire de la connectique ou de l'IoT pour faire de la connectique et de l'IoT. Ça, c'est pour moi un des premiers écueils. Un deuxième écueil, c'est le coût d'accès technologique versus le retour sur investissement. Il y a besoin de configurer les choses véritablement à chaque cas. Et effectivement, la norme peut être dangereuse à ce stade. Et puis l'autre niveau, c'est trop d'infos tue l'info. C'est le 3e piège, c'est-à-dire qu'avoir de la data en tant qu'utilisateur, c'est super. Mais je ne sais pas si vous êtes déjà ébahi devant une courbe de charge. C'est à quoi ça sert en fait. Finalement, j'en discutais avec un aménageur nantais. Mettre des capteurs sur la qualité de l'air partout dans la ville, c'est super. Mais si le capteur est négatif, ok, mais si je peux rien faire moi en tant qu'habitant, je fais quoi en fait, à part me paniquer sur le thème. Donc c'est comment je propose de la data actionnable, des choses qui vont me permettre d'agir et de prendre mon destin en main. Donc la smart home, oui, c'est une réalité à partir du moment où on ne tombe pas sur ce risque-là. J'ai 2 exemples intéressants. Ezox. Je vais en prendre qu'un. J'en prends qu'un. Ezox, par exemple, qui fait des têtes thermostatiques pour les radiateurs. En clair, eux, ils sont partis d'un principe, c'est comment on capitalise à fond sur les installations existantes. En revanche, effectivement, comment on les rend connectés de manière pas trop chère. Et évidemment, en capitalisant sur une installation de ce type-là, il y a un coût d'accès technologique qui est top et un ROI qui est maximum. Donc ça, c'est des exemples qui sont en train d'émerger de manière intéressante dans l'objet connecté dans les PropTech. Je vais galoper un petit peu, Pierre. Je vais passer à notre 4e paragraphe qu'on voulait absolument aborder, qui est le numérique et la data au service de nouveaux business models. Et quand on préparait cette table ronde tous ensemble, à un moment, il y a eu une phrase un peu rigolote qui est sortie, mais qui est lourde de sens, qui était « réconcilier les casques à chantier avec les suites à capuche ». Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi parlons-nous? Je pense que c'est tout l'enjeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, depuis 4 ans avec French PropTech, on cherche à rapprocher ces 2 mondes, ces acteurs emblématiques, traditionnels, qui ont pignon sur rue aujourd'hui par rapport au secteur immobilier bâtiment, et des startups qui sont en train d'émerger et qui ne sont pas forcément de la Silicon Valley ou d'ailleurs. Donc nous, en fait, avant le Covid, il y avait un peu l'effet startup washing, on tortille, on va faire des trucs, on va innover. Comment vous faites ça? Startup washing? Exactement. Ouais. Après le Covid, on sent que c'est plus un sujet. Tout le monde, l'alignement stratégique, il est là, et qu'on a besoin de travailler ensemble pour changer nos modèles. Donc, et ce qui est génial, c'est qu'on a une chance absolument incroyable de mon point de vue, c'est que on est à la croisée des chemins, dans le sens où le secteur, il est au cœur des enjeux sociaux. Je rappelle que le logement, c'est la seconde valeur refuge derrière la famille. Le lien social, il est essentiel et l'habitat est au centre de ça. On est au cœur des enjeux climatiques, on l'a bien compris. Et puis on est au cœur des enjeux aussi économiques. Premier secteur, on va dire, pour le contributeur au PIB avec le secteur énergétique. Bref, on a de quoi s'approprier ce thème-là, s'engager pleinement dans la transformation, et que l'alliance qui peut être faite entre acteurs emblématiques et start-up françaises qui ne sont pas dans le rêve forcément de la licorne, il y a quelque chose, je pense, d'intéressant à engager ensemble. Donc voilà, je suis d'ailleurs très heureux de cette invitation parce que c'est important et c'est une symbolique importante que d'ouvrir finalement aujourd'hui et de donner accès à la parole et faire du lien finalement avec cet écosystème des start-up. Les suites à capuche. Merci infiniment. Moi aussi, je suis très heureux que vous ayez répondu à cette invitation. Merci Stéphane
Stéphane, merci Vincent et merci Pierre. On peut les applaudir bien bien fort. Merci beaucoup.